Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à la chef de l'opposition officielle. Alors, merci, Monsieur le Président. Heureuse de me retrouver en cette Chambre et je salue tous mes collègues de l'ensemble des formations politiques. Monsieur le Président, le nombre de cas de la COVID augmente. La courbe est en croissance. On se rend compte qu'on est en plein dans la deuxième vague de la pandémie. Et l'intensité des points de presse du Premier ministre en témoigne également. Le Premier ministre demande aux Québécois d'être résilients et d'être responsables par rapport à cette pandémie. Mais en contrepartie, les Québécois demandent au gouvernement d'être à la fois en contrôle de ces réseaux de santé et d'éducation, mais également de faire preuve de transparence. Et là, je dois dire, Monsieur le Président, que la transparence n'est pas au rendez-vous. Pour preuve, la mise à jour des projections et des scénarios en juin, qui n'a pas été faite depuis cette période. Hier, le Premier ministre a décidé de demander qu'il y ait une mise à jour qui soit faite. Alors, est-ce qu'en cette Chambre, le Premier ministre peut s'engager à rendre publiques les projections et les scénarios qu'il a lui-même demandés dès la semaine prochaine en cette Chambre? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je veux souhaiter, moi aussi, la bienvenue à la chef de l'opposition officielle. On est content de l'avoir en santé et puis on espère qu'elle va être positive, même si elle a eu un test négatif. Écoutez, la chef de l'opposition officielle parle d'une deuxième vague. Les spécialistes nous disent qu'on n'est pas dans une deuxième vague. On a à peu près 30 cas par jour, nouveaux cas par million d'habitants. Juste pour vous donner une comparaison, aux États-Unis, ils ont 110 nouveaux cas par million. En France, ils ont 120 nouveaux cas par jour par million, donc 3 fois plus que nous autres. Deuxièmement, la chef de l'opposition officielle parle de contrôle. Le plus important, c'est le contrôle des hôpitaux. Puis je veux lui dire qu'à chaque jour, on suit le nombre de personnes qui sont dans les hôpitaux à cause de la COVID, dans les soins intensifs. Ça suit pas mal la courbe qui était optimiste au mois de juin. Et, Monsieur le Président, actuellement, c'est plus difficile de suivre le nombre de cas. Donc, j'ai demandé pour le nombre de cas de revoir les prévisions. Puis, je veux rassurer la chef de l'opposition officielle, aussitôt que j'aurai des nouvelles prévisions, je vais y rendre public, comme je l'ai fait depuis le début de la pandémie. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'apprécie que le Premier ministre les rende publics, puisque la transparence, c'est essentiel pour que les gens adhèrent aux positions du gouvernement. Mais trouvez-vous ça normal, Monsieur le Président, que nous soyons mieux informés par des citoyens sur des médias sociaux que par notre gouvernement à tous ici en cette Chambre? Trouvez-vous ça normal qu'il y ait plus d'informations sur les pastilles de goût de la SAQ que sur le code de couleur du Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Oui, j'aimerais que la chef de l'opposition officielle nous donne un exemple. Je suppose qu'elle veut peut-être parler des écoles. Maintenant, dans les écoles, on a aujourd'hui 410 cas au cumulatif de personnes qui ont été infectées. Il y a 141 classes qui sont fermées, 13 de moins que selon le dernier rapport. Monsieur le Président, je pense que toutes les données qu'on a sont rendues publiques. Donc, j'aimerais ça peut-être que sa question soit un peu plus précise pour savoir qu'est-ce qu'elle souhaiterait avoir de plus. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça n'a pas l'air de déranger le Premier ministre que ce soit Patrick Derry qui nous informe sur Twitter ou même que ce soit Olivier Douin qui donne des informations sur le Web sur le nombre d'écoles qui sont avec des cas de COVID. Monsieur le Président, le Premier ministre disait à l'époque où il était ministre, « Les parents aiment mieux avoir de l'information incomplète et biaisée que de ne pas en avoir du tout. » Je demande au Premier ministre de faire une exception et de fournir de l'information qui soit juste et complète pour nos écoles. Monsieur le Premier ministre. Bon, peut-être que la chef de l'opposition officielle avait écrit sa question complémentaire avant ma réponse précédente. Donc, je vais répéter ma réponse précédente. Il y a actuellement 410 personnes qui ont été infectées depuis le début de l'ouverture des écoles, 322 élèves, 88 membres du personnel. Il y a 141 classes qui sont fermées. Tout ça, Monsieur le Président, ça représente moins de 1 % des élèves. Donc, je pense que ça vaut la peine pour les 99 % qui ont leur cours sans problème de poursuivre. Et puis, j'aimerais que peut-être
dans sa prochaine question, qu'elle soit plus claire, là, quelles données lui manquent. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, on a reçu des informations qui ne venaient pas du gouvernement par rapport à des codes de couleur. Monsieur le Président, quand il a fallu obtenir des informations pour les écoles, il a fallu que ce soit un citoyen qui fournisse ces informations-là. Alors, chaque fois, on a été informé par d'autres sources que le gouvernement. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est plus de transparence et qu'on n'ait pas des citoyens qui aient besoin de s'engager pour avoir ces réponses. Est-ce que le premier ministre comprend maintenant pourquoi on demande une commission d'enquête indépendante par rapport à la gestion de cette crise? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que le ministre de la Santé a bien expliqué les codes de couleur. Le document qui a été rendu public hier, c'est un document de référence. Donc, il y a une partie de jugement. Si dans une région, le problème, c'est surtout dans les bars, mais il risque d'avoir une conséquence sur la fermeture des bars. Donc, il faut s'adapter. Donc, ce sont des références. C'est un guide qui donne des indications à la santé publique de chaque région. Mais moi, j'ai confiance que la santé publique de chaque région va prendre les bonnes décisions selon le code de couleur où on sera rendu. Je pense que l'Ontario, d'ailleurs, envisage de faire la même chose que nous autres. Question principale, Madame la députée de Maurice Richard. Transparence et contrôle. Deux choses qui manquent au gouvernement en ce moment. Je l'ai dit, je le répète, le dépistage, c'est notre rempart contre le confinement. J'ai demandé au ministre de la Santé mardi s'il était prêt pour une possible hausse de l'achalandage dans les régions qu'il allait décréter jaunes. Visiblement, il n'était pas parce que, encore une fois, c'est le chaos dans les cliniques de dépistage. Des heures d'attente, des cliniques qui sont complètes à 9h30 le matin, des gens qui se présentent à plusieurs reprises et qui sont revirés de bord. Ça se fait des semaines que le problème perdure dans les cliniques de dépistage. Le gouvernement joue avec le feu. Il ne doit pas être la cause du reconfinement parce qu'il n'est pas capable de gérer le dépistage au Québec. Et depuis plusieurs jours, on le sent que le gouvernement est en train de perdre l'adhésion des Québécois à cause de situations comme ça. Alors, je demande au ministre de la Santé s'il est d'accord avec le premier ministre que c'est normal d'attendre autant d'heures dans les cliniques de dépistage. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci, Monsieur le Président. Je pense que je vais reprendre plusieurs éléments que j'ai expliqués à la députée de Maurice Richard là, au cours des derniers jours. Je pense que les gens comprennent que, particulièrement pour ceux qui sont passés dans la zone jaune au cours des dernières semaines, puis la capitale nationale est un bel exemple de ça, qu'il y a eu une importante augmentation du nombre de tests qui sont faits. Et je pense que les gens doivent comprendre aussi qu'on fait tous les efforts pour accélérer le processus, que ce soit au dépistage lui-même, mais aussi pour donner les résultats. J'aimerais aussi rappeler, parce qu'on a parlé ce matin avec le PDG de la capitale nationale du CIS, parce que ce sont les CIS qui sont responsables du dépistage dans chacune de nos régions, il m'a expliqué aussi qu'il essaye de trouver en ce moment l'équilibre entre pas faire de délestage, parce qu'ils ont besoin du personnel, et de trouver le juste milieu pour faire le dépistage correctement. On va lui fournir du personnel additionnel parce que la bonne nouvelle, c'est que les gens veulent aller se faire dépister. On est en train de trouver des méthodes aussi, Monsieur le Président, pour être capable de donner des rendez-vous aux gens qui sont en file pour leur permettre de ne pas attendre et de venir dans des rendez-vous. Donc, on est en train de prendre les moyens pour améliorer le système, Monsieur. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, le ministre s'est engagé à plusieurs reprises à ce que le délai soit de 24 à 48 heures maximum pour recevoir un résultat de test. À l'heure actuelle, sur le terrain, les gens peuvent attendre 4 jours, 5 jours, voire une semaine. Au printemps, on a vécu un confinement général. En ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est des milliers de Québécois qui sont confinés individuellement pendant des jours et des jours à attendre leur résultat qui ne vient pas. Alors, ce que je demande au ministre, c'est est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il va le faire rapidement, mettre les ressources nécessaires pour s'assurer de respecter sa promesse de 24 à 48 heures. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux Québécois qu'on va respecter tous nos engagements. Et l'engagement qu'on a de donner un service de qualité lors du dépistage, il est là, on y est commis. Je sais qu'il y a des choses à améliorer, je l'ai expliqué. On a besoin d'équipements additionnels pour le dépistage. On a acheté cet équipement-là, mais on est plusieurs provinces, on est plusieurs États à avoir
besoin de cet équipement-là. On a besoin de personnel additionnel. On est en train d'en trouver. On peut faire des transferts interrégions parce que ce ne sont pas toutes les régions qui sont dans la zone jaune non plus. Alors, il y a plusieurs choses qu'on discute. Moi, je reparle aujourd'hui à l'heure du midi avec les PDG de tous les CIS et des CIUS. C'est quelque chose qui est important pour nous et on y travaille, M. le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Moi, j'entends le ministre, il constate beaucoup, il fait beaucoup de suivi, mais j'entends pas de plan, j'entends pas de stratégie. Les Québécois, ce qu'ils veulent à l'heure actuelle, là, ce sont des résultats. Je veux juste aviser le ministre, là, s'il n'est pas au courant, là, il y a l'hiver en plus de ça qui s'en vient. Donc, je ne sais pas s'il y a un plan pour ça, là, mais je vais l'aviser très à l'avance. Les gens n'iront pas attendre pendant 5 heures à moins 5, moins 10, puis manipuler des écouvillons là, avec des mitaines, ça va pas mal moins bien. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie là-dessus. En ce moment, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Et des services sociaux. Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit plusieurs fois cette semaine à la députée de Maurice-Richard. Je vais le répéter pour nos Québécois aujourd'hui. Nous avons un plan. J'ai expliqué le plan en 9 étapes. La stratégie de dépistage fait partie de ce plan-là. Nous avons en ce moment à améliorer le temps de réponse que l'on donne aux Québécois. Mais la plus belle nouvelle, Monsieur le Président, c'est que les Québécois viennent se faire dépister. Et ça, je crois que c'est à nous maintenant de leur donner le service qu'ils méritent, la qualité du service. Mais on va le faire dans les prochains jours parce qu'on y travaille depuis plusieurs semaines, Monsieur le Président. Merci. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Vous savez, Monsieur le Président, dans les étapes de déconfinement, rien n'était obligatoire, sauf une chose, le retour dans les écoles primaires et secondaires. Pour rassurer les parents, j'ai proposé au ministre de la Santé qu'on ait des équipes de santé dédiées aux écoles pour faire du dépistage rapide en priorisant les élèves et les équipes écoles ainsi que les parents. Le 10 août, il était en conférence de presse. Il a dit « Je veux rassurer les parents, je comprends, on va créer un corridor sanitaire scolaire. » Il est revenu à la charge le 27 août, toujours avec cette promesse. On est rendu le 17 septembre. Les parents attendent, les enseignants ne sont plus dans leur classe pour plusieurs. On est rendu à 140 enseignants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Allez-vous tenir votre engagement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, écoutez, Monsieur le Président, je vais le répéter à chaque fois que c'est nécessaire. On s'est engagé très clairement à donner un service de qualité. Je pense qu'on a mis en place dans chacune des écoles un contact direct avec nos gens de santé publique et avec aussi nos gens des différents CIS et CIUS dans toutes les régions. Le premier ministre l'a bien expliqué tout à l'heure. On parle en ce moment de 1 % de contagion de toutes nos écoles. Sur 3000 écoles, c'est de ça dont on parle en ce moment. Je crois qu'il est normal en ce moment, au cours des 2 dernières semaines, où il y a eu une période d'ajustement. Moi, j'ai parlé à plusieurs collègues, dont mes collègues en Ontario. Tout le monde a eu les mêmes enjeux dans les premières semaines d'école. Alors, nous, c'est important d'y travailler, mais je pense aussi, comme je l'ai expliqué hier, Monsieur le Président, qu'il est tout à fait normal qu'il y ait ce genre d'enjeu-là au début. Et maintenant, je demande la patience. Je pense que nos parents ont été très patients et je demande aussi la patience à l'opposition parce que dans les prochains jours, on aura mis les solutions en place et ils fonctionneront efficacement. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Je veux bien être patiente, là, mais le ministre a promis ça le 10 août, ça fait 5 semaines. Un corridor sanitaire scolaire pour prioriser le dépistage auprès des élèves, des enseignants et des parents. Mardi, les avocats du gouvernement étaient devant le tribunal pour défendre le plan de rentrée scolaire. Au micro, les avocats du gouvernement ont dit « c'est pas le mandat qu'on a reçu, tout le monde est égal face à la COVID ». Qui dit vrai, le ministre ou les avocats? Bien. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Je demanderais peut-être à la députée, puis je pense qu'elle a assez d'expérience pour savoir que, justement, ce cas-là est devant les tribunaux en ce moment. Ça fait que j'aimerais bien comprendre qu'elle peut se restreindre là-dessus. D'ailleurs, je ne peux pas répondre parce que, justement, ce cas-là est devant les tribunaux. Merci. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, il vient de démontrer qu'il plaide des deux côtés de la bouche. D'une part, il veut plaider devant les parents. On a vraiment là, à cœur vos enfants, les enseignants aussi. Mais d'autre part, aujourd'hui, il n'est pas capable de rassurer les parents, les enseignants, les équipes écoles qui tiennent à bout de bras en ce moment. Il n'est pas capable de le faire.
Mais ces avocats sont en train de dire qu'on est tous égaux devant la COVID, chose qui est fausse. Les personnels de la santé, là, c'est eux qui sont sur la première ligne. Les parents, les enseignants, c'est eux en ce moment qui sont obligés d'être dans les écoles. La moindre des choses, c'est que vous prenez là, d'une seule voix en disant, effectivement, on va Monsieur le tenir... ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, écoutez, j'ai fait mon point très clairement, Monsieur le Président, concernant ce que le syndicat a amené devant les tribunaux. Je pense que tout le monde est très conscient, Monsieur le Président, aussi, que notamment la FAE est en période de négociation syndicale sur les conventions collectives, Monsieur le Président. Alors donc, je demanderai à la députée de prendre un petit peu de recul et de comprendre, Monsieur le Président, je demanderai à la députée de prendre un petit peu de recul et de comprendre que l'engagement que nous l'avons pris avec les parents, avec les enfants, de pouvoir se faire tester le plus rapidement possible. On a eu un début d'école qui s'est très bien déroulé et je pense, Monsieur le Président, qu'on va suivre dans les prochains jours. Merci. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais raconter une histoire ce matin au Premier ministre, une histoire vécue. Il y a quelques jours, un père de famille a contacté ma collègue de Sherbrooke. C'est un citoyen de la circonscription du Premier ministre, la circonscription de l'Assomption. Il y a 3 enfants en centre de la petite enfance présentement. Au mois de septembre, rappelons-nous quand nos enfants étaient petits, ils en ont des symptômes. Ils se sont fait renvoyer à la maison et c'est exactement la chose à faire. Sauf que ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, son épouse a manqué des journées de travail pour rester avec les enfants. Conséquence, elle s'est fait mettre à la porte de son travail. Maintenant, cette famille a peur de perdre ce qui leur reste, les économies, la maison, si le calvaire continue. Voilà ce que vivent les familles du Québec au quotidien, Monsieur le Président. Le premier ministre et moi, on a la chance que si on est malade, on peut faire du télétravail, on peut même tomber vraiment malade et continuer à avoir notre salaire, mais ce n'est pas le cas pour plusieurs familles au Québec. D'ailleurs, je propose depuis des mois au premier ministre de garantir 10 journées de congé pour les familles qui en ont besoin, pour les personnes, pour les travailleurs, travailleuses qui en ont besoin. Qu'est-ce que le premier ministre a à répondre à son commettant? Qu'est-ce qu'il répond d'ailleurs à toutes les familles du Québec dans cette situation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils vont financer 10 jours de congé pour tous les travailleurs partout au Canada. Donc, le montant pour couvrir ces frais-là devrait nous être transféré d'ici la fin du mois. Le ministre du Travail va mettre en place les mesures pour s'assurer que les travailleurs puissent en bénéficier. Maintenant, Monsieur le Président, c'est inacceptable qu'un employeur congédie un employé parce qu'il a été atteint de la COVID puis qu'il est obligé d'être chez lui ou parce qu'un de ses enfants était à la maison. Donc, j'aimerais avoir les coordonnées de la personne dont nous parle la chef de Québec solidaire, puis on va s'assurer que la personne là, soit réintégrée. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il y a de l'argent qui va être transféré, qui va être une compensation, mais ce que le gouvernement fédéral annonce qui va tout régler le sort des travailleurs travailleuses, c'est un projet de loi qui n'est même pas déposé, qui n'est même pas adopté dans un gouvernement minoritaire. On offre une proposition depuis le mois de mars au premier ministre de « protégeons notre monde ». Ça fait partie de nos responsabilités. Pourquoi le premier ministre attend encore après Ottawa? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on n'attend pas après Ottawa. Je répète ce que je viens de lui dire. J'aimerais avoir les coordonnées de la personne. On ne peut pas, au Québec, un employeur ne peut pas congédier un employé parce que l'employé ou un de ses enfants est atteint de COVID puis il doit être à la maison. Donc, j'aimerais avoir les coordonnées. Puis le ministre du Travail travaille à s'assurer là, que ça soit respecté, mais le principe est clair, là, on ne tolérera pas ça au Québec. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Écoutez, le nombre de travailleurs et travailleuses qu'il y a au Québec, là, votre ministre du Travail va être pas mal occupé. Hein? Le congé dont on vous parle, la banque de congés, c'est d'obliger les travailleurs, les employeurs à soutenir financièrement la réalité de nos familles.
C'est ça. Hein? Les Walmart de ce monde, les couche-tard, là, ils n'ont pas besoin qu'on les aide pour qu'ils puissent soutenir nos familles. Pourquoi ne pas décréter une banque de congés qui aiderait vraiment nos concitoyens qui doivent se retirer présentement? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux saluer l'empathie de ma collègue pour les personnes qui doivent s'isoler, donc qui ont besoin de prendre des congés maladie. Le 23 septembre, comme l'a dit le premier ministre, Ottawa va annoncer les paramètres de la prestation canadienne de maladie pour relance économique. Le 9 septembre, nous avons adopté au Conseil des ministres un décret pour protéger le lien d'emploi des personnes qui doivent s'absenter du travail pour s'isoler en vertu d'une ordonnance ou d'une recommandation de la santé publique. Donc, interdiction de congédier, suspendre ou d'imposer des sanctions ou des mesures de représailles à l'égard de ces personnes-là qui vont s'absenter pour ce motif. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Le 13 mai dernier, je me suis levé dans cette Chambre pour déplorer les ratés du gouvernement dans le déploiement des opérations de dépistage de la COVID-19. 4 mois plus tard, force est de constater que le problème demeure. Le dépistage en temps de pandémie, c'est le nerf de la guerre, Monsieur le Président. Voici ce que les gens vivent depuis le début de la semaine au Québec. Bromont, 1 kilomètre de file d'attente, plus de 150 personnes. Rimouski, jusqu'à 6h30 d'attente pour se faire tester. Longueuil, ce matin même, des centaines de véhicules faisaient la file quelques heures avant l'ouverture de la clinique. La population s'impatiente, les gens rebroussent chemin. À cela s'ajoute évidemment, on en a parlé tout à l'heure, les délais pour obtenir des résultats qui peuvent dépasser une semaine. On ne contrôlera jamais la pandémie sans un processus de dépistage efficace. Ça devrait être la priorité du gouvernement. Et là, on nous parle de manque d'équipement. On nous parle de déplacement de personnel. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut encore dire aujourd'hui, 10 jours après avoir déposé Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, j'apprécie encore la question du député des Îles-de-la-Madeleine parce que je pense que les gens voient l'équilibre délicat dans lequel on travaille en ce moment sur la question du dépistage. Lorsque je parlais dans les derniers jours avec les PDG, ce qu'ils nous ont bien expliqué aussi, et c'est pour ça qu'on nous en a fait l'appel avec le premier ministre dans les derniers jours, c'est que chaque fois qu'on a des cas additionnels, et on en a eu beaucoup dans les dernières semaines, ça met une charge sur le personnel. Et ce personnel-là, quand on a été obligé de le déplacer d'ailleurs pour venir faire du dépistage, on est obligé de faire du délestage, par exemple, au niveau des chirurgies ou d'autres services. Et ça, pour nous, c'est très difficile parce qu'en ce moment, on veut assurer le service partout. Est-ce que ça nous cause en ce moment des délais dans le dépistage? La réponse, c'est oui. Et là, c'est ça qu'on est en train d'essayer de trouver, cet équilibre-là. Mais la dernière chose qu'on veut, c'est que les Québécois ne viennent pas se faire dépister. On est très heureux d'être capable d'être passé à plus de 25 000 tests par jour. Monsieur le Président, je l'ai répété plusieurs fois. Et je demande aussi aux Québécois de continuer à venir se faire tester et on va améliorer le service au cours des prochaines. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, on vient de parler du nombre de tests. Oui, il y en a un plus grand nombre. Ça, c'est une chose. Mais pour faire un travail efficace, l'opération, c'est de tester, mais c'est aussi de tracer les contacts, d'isoler les gens qui sont porteurs. Ce sont les maillons faibles de la prise en charge de la COVID-19 au Québec après 6 mois de pandémie. Actuellement, le ministère lui-même ne semble avoir aucun indicateur pour évaluer la performance du traçage au Québec. Aucune idée du nombre de personnes déployées, aucune idée du nombre de personnes qui sont affectées. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. OK. Alors, je vais continuer d'expliquer ce que j'ai expliqué pas mal souvent au cours des derniers jours, puis je pense que le député le comprend. Cette charge extraordinaire qui est arrivée dans les dernières semaines, elle est importante. On continue d'y travailler et je le dis, j'ai parlé à mes différents collègues, notamment en Ontario, ils ont les mêmes enjeux. On est tous en train de travailler. Écoutez, je le répète, là, 12 000 tests qu'on faisait au mois de juillet et au début d'août, on est rendu à 25 000, 26 000 tests par jour. On vise même à aller jusqu'à 35 000 tests par jour. Je pense qu'on est capable de tester la population. Est-ce qu'on peut améliorer la vitesse à laquelle on le fait? La réponse, c'est oui. J'ai expliqué les différentes étapes du processus. Monsieur le Président, on y travaille. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Le ministre semble surpris que le nombre de cas augmente ou que le nombre de demandes de dépistage augmente.
Regardons le milieu scolaire. On savait qu'en rouvrant les écoles, on allait devoir tester les gens. Hier, on a déposé une motion refusée par la CAQ. Pourquoi faire attendre une enseignante 5 jours pour les résultats d'un test alors qu'on a besoin de suppléants et on manque de personnel? Pourquoi faire attendre des parents 5 jours le temps que leur enfant ait le résultat du test? Monsieur le Président, quel est le plan? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, Monsieur le Président, je vais revenir. On a demandé à nos différents PDG de 6 et 10 parce que c'est la responsabilité dans chacune des régions de s'assurer du dépistage. On va rediscuter, je vais en parler encore ce midi dans notre appel hebdomadaire pour être certain qu'on peut accélérer, et je le répète, la qualité du service qui est donné à nos citoyens. On fait le suivi. On est très content que les citoyens viennent se faire tester, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans la contamination communautaire. Donc, on va continuer d'y travailler avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines semaines. Merci. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Au Québec, nous avons près de 10 000 résidences privées où sont établis des services de garde en milieu familial. Ces services sont assurés par presque exclusivement des femmes. Ces femmes prennent soin de plus de 90 000 enfants partout au Québec. 5 mois après la nomination du ministre de la Famille, en mars 2019, l'entente relative au financement public de ces services de garde a pris fin. Ça fait 1 an et demi, Monsieur le Président, maintenant, et le ministre de la Famille n'a toujours pas réussi à négocier une nouvelle entente. L'offre du gouvernement est l'équivalent de 12,83 $ l'heure, soit beaucoup moins que le salaire minimum qui est à 13,10 $ l'heure. Dans 4 jours, Monsieur le Président, lundi, ce sera la grève générale partout au Québec des services de garde en milieu familial. La présidente du Conseil du Trésor peut-elle reprendre le dossier de son collègue, le ministre de la Famille, qui a laissé traîner, et le régler? Monsieur le ministre de l'Éducation. Bonjour, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de répondre au nom de mon collègue, le ministre de la Famille. Les services de garde éducatifs à l'enfance sont au cœur de notre politique gouvernementale. On a travaillé ça en trio de ministères avec mon collègue aussi, le ministre délégué à la Santé, avec le programme Agir tôt. On compte sur les gens qui travaillent au quotidien avec des services exceptionnels. Oui, on a parlé beaucoup du préscolaire, mais ce qui se passe dans nos services de garde éducatifs, dans les CPE et dans les autres garderies, c'est extrêmement important. C'est pour ça que mon collègue, le ministre de la Famille, travaille si fort à garder le contact, à garder le lien avec les gens sur le réseau et à alimenter ma collègue au Conseil du Trésor pour qu'on trouve ensemble une solution qui va être à l'avantage de tous, à l'avantage, bien sûr, des familles, de celles et ceux qui donnent les services tous les jours, mais je vous dirais surtout pour nos enfants. Parce que nos enfants ont besoin de travailler dans un cadre sain, sécuritaire, avec des gens qui sont heureux d'aller travailler. La négociation suit son cours. Je pense qu'il y a eu 36 rencontres à la table de négociation. Il faut laisser le temps aux négociations d'arriver à terme. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, quelle ironie d'entendre le ministre de l'Éducation se lever à la place de la présidente du Conseil du Trésor puis de plaider un programme gouvernemental qui s'appelle Agir tôt. Quelle ironie! En mars 2020, ça faisait 1 an qu'il n'y avait plus d'entente, puis le ministre de la Famille a affirmé quoi? Je le cite. « Je pense personnellement que c'est un peu tôt pour faire la grève. » Fin de la citation. Le 6 mai, le ministre a avoué, je le cite, « Si je me mêle de tout ça, c'est la meilleure façon que les négociations ne se passent pas très bien. » Fin de la citation. Il vient de me plaider le programme Agir tôt. Ils peuvent-tu agir? Ils sont 150 ce matin devant les bureaux de comté de la ministre. Présidente du Conseil du Trésor. Oui, mais j'apprécie toujours d'avoir l'occasion de répondre à une question de mon collègue. D'ailleurs, je pensais que ça allait me manquer, donc je suis contente d'avoir l'occasion de le faire ce matin. Effectivement, il y a 150 personnes devant mon bureau. Ça va me permettre de rectifier aussi l'allégation de la présidente du syndicat local là, qui prétendait que je refusais de la rencontrer, alors que le 15 septembre, un rendez-vous a été fixé avec elle et on lui a expliqué que malheureusement, ce matin, j'étais prise à l'Assemblée nationale, je ne pouvais pas les rencontrer. Mais vous savez, le service de garde en milieu familial est un service important pour nos parents, important pour le gouvernement. Et effectivement, mon collègue prétend là, le 2,89 $. Ce qui est à la base de tout ça, c'est le calcul. Il ne faut pas comprendre que ces gens-là sont des travailleurs autonomes. Donc, il y a des subventions, il y a des avantages fiscaux
à table de négociation, on devra établir... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, que la ministre dise que moi, je ne comprenne pas, c'est une chose, mais qu'elle dise que les représentantes de la FIPEC ne comprennent pas, c'en est une autre. Ça explique peut-être pourquoi il n'y a pas d'entente depuis 1 an et demi. Effectivement, ils sont 150 devant son bureau de comté ce matin. C'est la grève tournante en Mauricie, dans sa région. Ultimement, c'est les parents, Monsieur le Président, quand il n'y a pas de service de garde, c'est les parents qui doivent rester à la maison. Les offres en janvier du gouvernement avaient été qualifiées de dégradantes, irrespectueuses et inacceptables. Ils ont-tu d'autres choses que des offres dégradantes? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu des rencontres avec mon collègue, le ministre de la Famille. Ce matin, la présidente de la section de la Mauricie est rencontrée par mon bureau. J'aurai l'occasion de discuter avec elle. Il est vrai que les négociations sont menées par le ministère de la Famille présentement, mais les Trésors s'impliquent. Mais il est important de remettre les pendules à l'heure et d'établir mutuellement la bonne base de calcul. On a à cœur les services de garde en milieu familial. Je pense que c'est le message que je veux se lancer ce matin. Les négociations vont s'intensifier et on entend régler le dossier le plus rapidement possible. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Monsieur le Président, dans le réseau de l'éducation, en ce moment, on a une bombe à retardement et le ministre ne semble pas s'en rendre compte. Et je ne parle même pas du nombre d'éclosions, mais bien de la pénurie de personnel. On voit en ce moment les mêmes signaux qu'on a vus dans le réseau de la santé au printemps, du personnel à qui on confie d'autres tâches que leur rôle habituel parce qu'il manque de monde, du personnel qui circule d'un établissement à l'autre pour faire des remplacements, du personnel épuisé qui se demande combien de temps ils vont résister avant de tomber en burn-out ou de démissionner. Ça rappelle malheureusement ce qu'on a vu dans les CHSLD. Les personnes qui sont dans le réseau, elles sont à bout, elles sont en détresse psychologique. Elles ne sont même pas certaines de se rendre à Noël. Et ici, on continue de nier leur réalité, comme le fait en ce moment le ministre. On risque de les perdre. Le printemps dernier, la ministre de la Santé avait eu la décence de reconnaître le problème dans son réseau, de demander de l'aide et de mettre en œuvre des moyens pour trouver des renforts. Quand est-ce que le ministre de l'Éducation, lui, va reconnaître que son réseau est précaire et qu'il a besoin d'aide? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, personne au gouvernement ne nie ce qui se passe dans les écoles. Absolument pas. Je visite de nombreuses écoles, je parle avec tous les partenaires, avec les représentants nationaux de tous les partenaires, mais aussi directement avec les gens du terrain, des enseignants directement sur le terrain, des directions d'école, des employés de soutien, pour savoir ce qui se passe. Effectivement, c'est difficile comme rentrée, on ne s'en cache pas, parce que c'est une rentrée totalement atypique, une rentrée en période de pandémie mondiale, mais l'écho qu'on a, c'est que bien que ça a été évidemment un peu compliqué dans les premiers jours, parce qu'il fallait se réapproprier une nouvelle façon de faire l'école. Il y avait des parents qui avaient un peu d'anxiété avant la rentrée. Il y avait aussi des gens du personnel qui avaient de l'anxiété. Ce qu'on voit, c'est que là, au fil des jours, au fil des semaines, bien que ce soit toujours différent, la pression baisse. Et c'est ce que dit notamment Mme Hélène Bourdage, de l'Association montréalaise des directions d'établissement. Elle dit « La pression commence à baisser ». Ceci dit, ce n'est pas le temps de lâcher. On est là pour soutenir les gens qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a investi cette année plus de 100 millions de dollars de plus que l'an dernier pour aider tout le personnel et mieux les soutenir. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. En ce moment, le ministre nous fait état des postes qui ont été comblés là, pour trouver des titulaires, mais il est incapable de nous dire combien de groupes ont été confiés à des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées et qui vont donc avoir besoin de leurs collègues pour y arriver. Sur le terrain, il y en a de la détresse. On la ressent vraiment. Et les gens, ils sourient pour rassurer les parents, pour rassurer les enfants. C'est leur rôle, c'est ce qu'on leur demande, mais ils sont au bord de l'épuisement. Et à date, ce que le ministre a fait pour la pénurie, c'est un site web, une campagne de pub. C'est vraiment pas assez. Donc, j'aimerais que le ministre nous dise... Ministre de l'Éducation, à vous la parole. Monsieur le Président, pour combattre la pénurie, on a fait beaucoup de choses en un peu moins de 2 ans. On a assoupli les règles pour faire venir des nouveaux talents, des gens qui ont des baccalauréats en français, en maths, en histoire. On a créé des nouvelles formations et les gens répondent présents. Les taux d'inscription dans cette nouvelle formation sont en hausse très, très importante. Et oui, on traverse un moment difficile qui est, il faut le dire, les gens n'aiment pas l'entendre de l'autre côté, mais qui est vraiment l'héritage des dernières années parce qu'il y a eu un désengagement en éducation sous les précédents gouvernements. Mais on est en train de passer à travers. Au début de la rentrée, il nous manquait environ 300 enseignants à temps plein. Maintenant, le dernier chiffre que j'ai, c'est 119 et ça baisse à chaque jour. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke.
Quand la ministre de la Santé a lancé un appel à l'aide le printemps dernier, en quelques jours, il y a 10 000 personnes qui ont répondu. Quand on a amélioré les conditions de travail des préposés, on en a trouvé du monde. Il y a des tâches comme la surveillance, la désinfection qui peuvent être confiées à des gens qu'on peut former rapidement. Ça libérerait des profs. Des solutions, il y en a plein. On a offert notre aide avec les collègues de l'opposition, mais le ministre, il n'écoute pas l'opposition, il n'écoute pas les gens sur le terrain. En ce moment, il est dans le déni, puis il y a encore juste le premier ministre qui a confiance en lui. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, au contraire, ma collègue semble déconnectée des partenaires du réseau de l'éducation. Les 3 plans qu'on a déposés dernièrement, celui de la mi-juin, celui du début du mois d'août, celui de la mi-août, avec notre plan pédagogique, avec 100 millions de dollars, 20 millions décentralisés pour vraiment donner toute la flexibilité à chaque école, à chaque équipe école, d'utiliser les sommes pour répondre aux besoins en fonction du personnel disponible et en fonction de la réalité de chaque école. Ça a été extrêmement bien reçu par tous les acteurs du réseau de l'éducation. Puis on va continuer de les écouter parce que c'est avec eux et grâce à eux qu'on va passer à travers, qu'on va faire vivre une belle année scolaire à nos jeunes. Question principale, Monsieur le député de Montréal-Outremont. Monsieur le Président, Montréal, c'est près de 50 de l'économie québécoise. Depuis mars dernier, le centre-ville est pratiquement fermé. 92 des travailleurs ne sont plus là. 5 à 10 à peine des bureaux sont fonctionnels. C'est 10 ou 15 ans de renouveau économique qui est mis en péril. C'est le retour en force des terrains vagues, des enseignes placardées, des commerces qui ferment. La Ville de Montréal est en déficit. Les entrepreneurs crient à l'aide. La quasi-disparition de l'activité commerciale met en péril la vitalité démographique et la qualité de vie des citoyens. Monsieur le Président, le gouvernement est-il conscient? A-t-il une solution pour éviter le pire? Est-ce que la ministre déléguée à la métropole a un début de plan pour relancer Montréal ou va-t-elle demeurer muette comme elle l'a été depuis le début de cette pandémie? Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement qui s'intéresse à ce qui se passe à Montréal? C'est quoi votre plan? Madame la ministre du Développement économique régional. Merci, Monsieur le Président. C'est en effet une question préoccupante qui nous interpelle depuis déjà plusieurs mois. Le centre-ville de Montréal s'est vidé à cause de la pandémie. On a mis en action plusieurs éléments, entre autres un 50 millions via le Fonds local d'urgence qui a été mis en place pour aider les entreprises de Montréal à prendre leur souffle à travers cette pandémie. Le ministre de l'Économie, oui, a travaillé de pair avec la Ville de Montréal pour travailler à un plan de relance pour relancer ce fameux centre-ville de Montréal qui subit les contre-coups de cette pandémie. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on travaille extrêmement fort avec tous les partenaires, les services de développement économique à la Ville, aussi avec les acteurs municipaux pour trouver les meilleures solutions. Ma collègue, ministre responsable de la métropole, est aussi impliquée dans ce plan. Puis, il y a d'autres mesures qui viendront compenser, évidemment, pour tout ce qui se passe à cause de la pandémie à Montréal. Première complémentaire, Monsieur le député de Mont-Royal-Outremont. Monsieur le Président, en transport collectif, je vais vous donner simplement un exemple. L'Ontario a donné 2 milliards de dollars, tandis que le Québec a donné 400 millions. Ça, c'est l'année de l'environnement. L'Agence régionale de transport à Montréal prévoit des déficits à répétition. La société de transport ne sait plus quoi faire, doit couper les services en ajoutant des coûts pour les mesures anti-COVID. Où est le plan du ministre des Transports pour permettre à ces sociétés de maintenir le service? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le député m'a posé la question et j'ai répondu maintes et maintes fois que cette aide de 400 millions était une première aide importante, mais qu'on savait que d'ici la fin de l'année 2021, ce serait encore une fois très difficile pour les sociétés de transport au Québec. Je leur ai mentionné, je leur ai parlé que nous allions continuer de travailler avec le fédéral. Mon collègue des Finances finalise une entente avec le gouvernement fédéral pour être capable de supporter de façon additionnelle les sociétés de transport partout au Québec. Et très, très bientôt, nous pourrons annoncer donc une aide additionnelle pour les sociétés de transport au Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Mon collègue a raison, Monsieur le Président. Les entrepreneurs dans nos municipalités en région crient à l'aide. Ils ont aussi des difficultés financières. Nos municipalités veulent bien les aider. Ils veulent aider les entrepreneurs locaux, la petite entreprise familiale sur le coin de la rue. Nos municipalités veulent être là pour les aider. Mais nos municipalités n'ont pas les moyens de les aider.
Est-ce que le gouvernement est là? Est-ce que le gouvernement a un plan? Parce que c'est une question de survie pour nos entreprises qui sont au cœur de nos municipalités. Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Merci, Monsieur le Président. Une question fort pertinente puisque le gouvernement n'a pas attendu à réagir à cet élément parce que les PME, les petites entreprises, les travailleurs autonomes, les coops, les entreprises d'économie sociale nous tiennent à cœur. Pour ce faire, on a mis en place le Fonds local d'urgence, un fonds de 250 millions de dollars géré par les MRC dans toutes les régions du Québec. Ce fonds a été utilisé par plusieurs entreprises. Aujourd'hui, à ce jour, plus de 5 000 interventions ont été faites en moyenne à 35 000 $ par intervention. Ce sont des prêts pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs nous remercient d'ailleurs d'avoir créé cela puisque c'était nécessaire pour eux au moment où ils en avaient besoin. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, ce matin, quand on lit l'article de Lisa-Marie Gervais, de voir sur ce qu'ont vécu les demandeurs d'asile pendant la pandémie, bien, comme Québécois, moi, j'ai été un petit peu gêné parce que dans notre société de droit, les demandeurs d'asile ont aussi des droits. Quand le gouvernement décide de donner accès aux services de garde au travers de la santé, c'est pour eux autres aussi, d'autant plus qu'eux autres, bien, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents et puis de grands-parents pour garder leurs enfants. Pourtant, 93 % d'entre eux se sont fait dire non. Par définition, pandémie ou non, ils ont le droit d'avoir l'accès aux services de santé. Pourtant, les 2 tiers ont eu des problèmes à avoir accès aux services de santé. Monsieur le Président, même malades, plusieurs n'ont pas pu être testés pour la COVID. C'est pas juste inacceptable, c'est illégal, Monsieur le Président. Alors, la question est simple. Quel est le plan du gouvernement pour garantir que les services auxquels les demandeurs d'asile ont droit vont leur être rendus en tout temps à partir de maintenant? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, écoutez, Monsieur le Président, encore une fois, je pense que non seulement la question est pertinente, mais à peu près tous les jours, je signe des demandes d'exception ou de dérogation pour des gens qui ont besoin d'avoir des services. Je pense qu'on va avoir des discussions justement avec notre ministre qui est responsable pour s'assurer qu'on peut le faire. Mais en attendant, j'aimerais assurer, en tout cas tous mes collègues de chaque côté de la Chambre, que pour nous, c'est une préoccupation parce qu'on ne refusera pas des services à des gens qui auraient, par exemple, la COVID, peu importe leur nationalité. Alors donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on va continuer à faire. Puis s'il y a des dérogations auxquelles je fais des demandes, on me fait des demandes spécifiques, je vais continuer de les traiter cas par cas, comme je l'ai fait depuis plusieurs semaines, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Pinière. C'est bien plate, mais ce n'est pas une exception, c'est un droit pour les demandeurs d'asile, Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas une réponse, ça. Alors, Monsieur le Président, là, ce que l'on veut, c'est un plan. Alors, je vais vous dire une chose, si une hirondelle ne fait pas le printemps, les réponses au Salon Bleu, ce n'est pas un plan. Le gouvernement n'est pas juste là pour édicter des lois et des règlements, il est là aussi pour s'assurer qu'elles soient mises correctement en application. Et là, manifestement, ces officiers, les gens sur le terrain ne le font pas, probablement parce qu'ils n'ont pas été formés. Encore une fois, quel est le plan? Monsieur le ministre de l'Éducation. Par rapport aux questions sur les services de garde éducatifs à l'enfance, je veux préciser que les gens qui font des demandes d'asile ont accès aux services de garde non subventionnés, mais ils ont ensuite accès aux services de crédit d'impôt pour faciliter l'accès à ces services de garde et rendre donc de l'accessibilité. Pour ce qui est des tests COVID, parce que je pense que mon collègue fait aussi référence aux tests COVID, les gens qui sont demandeurs d'asile ont accès aussi au dépistage. Donc, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. On collabore aussi avec le gouvernement fédéral parce qu'on n'est pas seul sur ce terrain-là. De notre côté, la main est tendue et on remplit toutes nos obligations. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pinière. Monsieur le Président, je suis content que le ministre de l'Éducation corrige le ministre de la Santé sur le fait qu'ils ont le droit légalement à ces services-là et que ce ne sont pas des demandes d'exception. Maintenant, Monsieur le Président, ce que je recherche ce matin, c'est le plan qui va faire en sorte que les gens qui sont sur le terrain, sous votre responsabilité, les 2 ministres, soient informés des droits qu'ils doivent appliquer. Ce qui n'a pas été le cas à date, ça a été un échec flagrant. Quel est votre plan pour corriger la situation maintenant? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que mon collègue
mal compris certaines informations. Les gens sur le terrain ont toute l'information nécessaire. Les gens dans le réseau de l'éducation ont l'information nécessaire, notamment pour accueillir les enfants qu'on dit sans papier. Maintenant, les enfants qui sont sans papier ont accès à notre réseau d'écoles publiques. Ils ont accès aussi à certains services de garde. Comme je l'ai déjà mentionné, s'il y a un problème d'information, c'est peut-être le fait que mon collègue ne s'informe pas suffisamment avant de poser une question sur un sujet pourtant très important. Question principale, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, tout le monde ici souhaite que le gouvernement réussisse dans la gestion de la crise. Mais pour ça, il faut que les messages soient cohérents. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Cette semaine, le premier ministre a tenu un point de presse solennel. Il a jugé la situation dans laquelle on se retrouvait critique. On a des fils de dépistage partout. On a des régions qui changent de couleur. On a des entreprises, certaines entreprises, qui ont peur de devoir fermer. On parle d'envoyer la police chez les gens. Monsieur le Président, je pense que la situation est suffisamment critique, mais aujourd'hui, le premier ministre s'est levé avec un ton plus jovialiste par rapport à la situation. Alors, que s'est-il passé entre le fait qu'on entre dans une deuxième vague mardi et qu'on soit dans une situation critique et aujourd'hui, le ton beaucoup plus jovialiste du premier ministre? Que s'est-il passé entre les deux tons? Monsieur le premier ministre. Bon, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont senti un changement de ton. Je pense que j'ai le même ton depuis 6 mois. On fait notre possible pour s'assurer de freiner la propagation du virus. On s'assure de mettre en place des tests. Il n'y a pas longtemps, on nous critiquait parce qu'on ne faisait pas 14 000 tests par jour. On en fait maintenant 25 000 tests par jour. Maintenant, le ministre de la Santé a mis en place un système de code de couleur qui est tellement apprécié que l'Ontario veut le copier. Donc, j'ai de la difficulté, là. Je ne vois pas le ton jovialiste, là. Je vois un ton très critique, là, du côté de la chef du Parti libéral, mais je sens que la population voit qu'on fait notre possible pour freiner la contagion. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.